Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition des JT sur la télévision dont voici le sommet. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu le lundi 17 mars 2025 en audience au Palais de la Marina le président du Conseil économique et social Conrad Baguidi. Le point des échanges dans cette édition. Le président du Conseil économique et social du Bénin Conrad Baguidi a été reçu à Abidjan par Dr Eugène Aka Ahwele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de consolidation des liens entre les deux institutions, amorcée depuis la signature de leur première convention en 2017. Le roi d'Ifoigny, accompagné de ses proches collaborateurs, était ce 21 mars 2025 en audience au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Objectif, exprimer le désaccord de la Cour royale après le vote sur la loi sur la chefferie au Bénin. Les détails dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. La plus grande commune du Bénin a enregistré 2 braquages en une semaine. Les activités criminelles se sont déroulées respectivement à Chaoro le mercredi 19 et samedi 22 mars 2025. Le bilan fait état d'un mort, plusieurs blessés et des millions emportés. Selon les informations recoupées, le premier braquage de la semaine a été opéré par 4 individus non identifiés. Les malfrats ont pris pour cible un cambisque à qui ils ont réussi à dérober plusieurs millions avant de prendre la tangente. Les tirs des malfrats ont fait un mort et plusieurs blessés. Le second braquage s'est produit à l'autogare de Chaoro Centre. Dans la soirée du samedi aux environs de 20h, des individus armés non identifiés ont pris d'assaut une boutique de mobile money et emporté cette fois-ci plusieurs millions de francs CFA. Victimes des tirs des braqueurs, 2 personnes ont été grièvement blessées, ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Des enquêtes seraient ouvertes par la police républicaine pour retrouver les malfrats. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée du lundi 17 mars 2025 au Palais de la Marina le tout nouveau président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi. Cet entretien mû par une volonté de concertation régulière entre les institutions de la République a permis aux 2 hommes d'échanger sur les défis actuels, les réformes à envisager pour dynamiser les actions du CES afin de renforcer la résilience économique et sociale du Bénin. Le point de leur échange dans cette capsule vidéo. Nous avons été reçus en audience par le président de la République, M. Patrice Talon, pour faire en sorte que le démarrage des travaux de l'institution, du Conseil économique et social que je préside, soit effectivement conforme à un certain nombre de principes qui sont prévus pour l'ensemble des institutions de la République, parce que la volonté du chef de l'État est de faire en sorte que chaque institution joue son rôle pour que notre démocratie puisse fonctionner comme il se doit. Donc il a été question de pouvoir faire un premier point et de m'assurer donc des modes d'échange qu'on pourrait avoir dans le fonctionnement de l'institution. Les défis sont nombreux. En dehors du délai dans lequel il faut réagir vite et démontrer que l'institution a son rôle à jouer, nous avons également des missions qui nous sont fortes. Nous sommes en bonne et due forme une institution non partisane qui va parler à toute la population, quelle qu'elle soit, et sur tout le territoire national. Il doit nous être loisible de pouvoir faire ce travail dans de bonnes conditions et remonter les informations. Nous avons un autre défi qui est celui également de pouvoir expliquer aux populations les différentes décisions, lois et programmes qui
qui sont pris par les différentes institutions pour que les populations puissent mieux les connaître, mieux se les approprier et sans doute, on va dire, contribuer à leur manière à la construction de notre pays et de la nation. Donc ça, c'est un défi sur lequel on doit trouver les bonnes méthodes pour pouvoir fonctionner. Ces méthodes-là vont avec le troisième défi que je vais évoquer, qui est celui donc du type d'institution que nous avons, qui est représentée au niveau des différents départements du pays. Comment nous faisons en sorte de prendre en compte cette richesse, cet instrument vraiment fort dont on est doté pour assurer notre mission et faire en sorte que l'ensemble des institutions bénéficient de ce démembrement et donc de la puissance de l'organisation que nous allons mettre en place. Voilà différents défis sur lesquels il ne faut plus attendre, il faut aller vite pour donner les premiers résultats le plus vite possible. En visite de travail en terre ivoirienne, le président du Conseil économique et social du Bénin, Conrad Baguidi, a été reçu par son homologue ivoirien, Dr Eugène Akala Akwele. Au cours des échanges, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, notamment la promotion du développement durable, l'inclusion sociale et la valorisation du patrimoine culturel des deux nations. Les deux présidents ont également réaffirmé leurs engagements à renforcer la coopération entre le CESEC et le CS du Bénin. Les détails avec Conrad Baguidi dans cet élément signé de la télévision nationale. Visite de travail, mais aussi d'amitié, signe de la bonne vitalité des relations de coopération entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social, est à Abidjan. Il a rencontré son homologue ivoirien du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Aujourd'hui, face aux défis globaux que sont les changements climatiques, l'insécurité alimentaire ou encore les fractures sociales, notre partenariat doit plus que jamais incarner un modèle de solidarité régionale. Je reste donc convaincu que cette rencontre offrira l'opportunité de consolider nos synergies au sein des organisations réunissant les conseils économiques et sociaux et institutions similaires que sont l'AIC6, l'UCESIF et l'UCESA. Par cette rencontre, le CES entend réactiver les travaux déjà amorcés. Il s'imprègne aussi du modèle ivoirien pour booster le développement de certaines filières d'intérêt. Notre séjour ici va nous permettre, à nous, Béninois, de pouvoir nous inspirer, de pouvoir rencontrer des acteurs, des femmes et des hommes qui construisent votre pays à travers tout ce qu'on peut faire de la filière manioc. De même, nous allons visiter une unité donc de transformation de cacao parce que nous sommes friands de produits naturels que nos entrepreneurs au Bénin sont de plus en plus chevronnés à mettre en œuvre. En tant que responsable de cette institution qu'est le CES, nous pensons que il nous revient de trouver les voies et moyens pour nos populations de pouvoir très vite avoir les éléments de développement de leurs activités. Le président du Conseil économique et social est aussi invité à prendre part à l'ouverture de la première session ordinaire du CESEC pour l'année 2025. Adoptée il y a environ une semaine par la représentation nationale, la loi portant chefferie traditionnelle en République du Bénin ne cesse de retenir l'attention. C'est ce qui justifie la présence de Sa Majesté Rafiou Adebowale, roi d'Ifonyi, dans le département du Plateau, au cabinet du président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou le vendredi 21 mars dernier. Le compte rendu de la séance avec les confrères de la télévision Hémicycle. La raison d'abord de notre déplacement, c'est d'actualité, c'est connu de tout le monde. Et nous sommes venus voir le président juste pour un plaidoyer et remonter un peu les informations liées au royaume d'Ifonyi qui datait depuis 1800 et qui a connu la succession des rois, dont le 18e roi est là actuellement et qui dispose aussi d'un cadre de transition qui répond aux exigences de la chefferie traditionnelle. Et nous disposons des lignées. À Ifonyi, il y a 5 lignées royales qui collaborent bien. Donc vous voyez un peu, quand nous prenons par exemple le système migratoire jusqu'à l'installation, donc le royaume d'Ifonyi est un royaume qui existait depuis. Donc à notre grande surprise, ça n'a pas été pris en compte. On est obligé de se rapprocher du président et faire un plaidoyer pour pouvoir aussi retracer encore l'histoire. Et au même moment, nous sommes en train de travailler
pour actualiser les nouvelles données afin d'avoir un produit potable à présenter prochainement, dans un délai bref. Le président nous a bien reçus et il a expliqué les raisons qui sont liées et des conduites à tenir. Il nous a rassuré qu'on peut encore faire quelque chose et que Ifeanyi n'est pas le seul dans ce jeu. Il a donné encore plus des détails sur des royaumes qui n'ont pas aussi retenu. Ça nous a rassurés et au même moment, il nous a produit des conseils de faire tout possible pour que le produit dont nous parlait, selon les informations liées au royaume d'Ifeanyi, soit quand même un document bientôt disponible et accessible comment on appelle à l'administration. Donc il nous a donné beaucoup de conseils, il nous a bien accueillis, il nous a mis à l'aise. Donc vraiment nous nous remercions beaucoup. D'ailleurs c'est un papa pour nous. Et il est aussi ministre de la Cour royale au niveau d'Ifeanyi. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes là. Le Conseil des ministres s'est tenu cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Au thème des échanges, plusieurs décisions et décrets ont été adoptés. Le point de la rencontre avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon-Ngoubedi. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique, réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique, en cours de réalisation, procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazumé, Glazoué et environ. Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin. En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 le 11 avril 2025 à Dassazumé. L'organisation d'une conférence internationale du groupe Initiative Afrique du 8 au 11 mai 2025 à Cotonou, puis la participation du Bénin à la 58e session de la Commission sur la population et le développement du 7 au 11 avril 2025 à New York aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie.
Chaque année, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Autour de la date du 20 mars, des centaines d'événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. Le thème retenu cette année est « Je médite, donc j'agis ». Retour sur la genèse de cette journée dans cet élément que nous proposent nos confrères de la télévision nationale. Pour les francophones du monde entier, le 20 mars est une date chargée de symboles. Elle fait référence à la naissance, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, devenue par la suite l'Organisation internationale de la francophonie. Léopold Sédar Senghor est considéré comme un des pères fondateurs de la francophonie aux côtés du Nigérien Amani Diori, du Tunisien Habib Bourguiba ou encore du Cambodgien Norodom Sihanouk. Comme à chaque célébration, plusieurs événements sont prévus pour mettre en lumière l'héritage laissé par ces figures marquantes et faire rayonner la diversité et la vitalité de la francophonie. Loin de se limiter aux pays traditionnellement francophones, ces événements vont s'étendre sur les 5 continents, unissant ainsi des individus de cultures et d'horizons variés. La francophonie, ce sont d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Avec plus de 321 millions de locuteurs, le français est, avec l'anglais, la seule langue à être parlée sur les 5 continents. Elle occupe la 5e place après l'anglais, le mandarin, l'hindi et l'espagnol en nombre de locuteurs et se distingue également comme la 4e langue la plus utilisée sur Internet. Le français ne se contente pas d'être une langue parlée, mais devient également un choix d'apprentissage pour des millions de personnes dans le monde. Selon le dernier rapport sur la langue française dans le monde, plus de 51 millions de personnes ont décidé d'apprendre le français, qu'il s'agisse de leur 2e, 3e ou 4e langue. Ce phénomène illustre le statut de langue étrangère du français, qui est aujourd'hui la 2e langue la plus enseignée au monde après l'anglais. La francophonie, c'est ensuite un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein des 93 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce dispositif est fixé par la Charte de la francophonie, adoptée en 1997. Sa plus haute instance est le sommet de la francophonie et sa clé de voûte, la secrétaire générale de la francophonie, poste occupé par Louise Mushikiwabo. Le thème retenu cette année est intitulé « Je m'éduque, donc j'agis », une thématique qui souligne le rôle central de l'éducation dans le développement durable. Dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, garantir un accès équitable à une éducation de qualité permet de former des générations engagées et responsables. De Paris à Dakar et du Québec à Porto Novo, les francophones du monde entier auront leur regard rivé sur l'agenda des événements concoctés pour la Semaine de la langue française et de la francophonie. Non, sans un signe de dépit, après la sortie fracassante des pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mais également et surtout la minute de silence pour les victimes de la tragédie qui se déroule à l'est de la RDC, considérée comme le premier pays francophone au monde avec ses 100 millions d'habitants. D'une célébration à une autre, ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Cette année, le thème porte sur accès à l'eau pour tous et pour tout usager, un droit fondamental, une responsabilité partagée. En prélude à cette journée, c'est la commune de Gorgounou qui a abrité la commémoration cette année. Le reportage avec la télévision nationale. Initiation à l'usage rationnel de l'eau. Ici, à l'école primaire publique de Kantapara, les responsables en partenariat avec les structures non étatiques sensibilisent les apprenants. Des sketchs et communications viennent en appui pour l'atteinte des objectifs. Au nom de tous mes apprenants ici, nous prenons déjà l'engagement d'utiliser judicieusement cette ressource naturelle. C'est conscient de cette importance reconnue à l'eau que les autorités académiques
ont vu la nécessité d'introduire dans le programme d'études à l'enseignement primaire, initiation à l'étude de l'eau. Sensibiliser la population à un changement de comportement pour une gestion rationnelle des ressources en eau. C'est d'éviter le gaspillage, éviter tout acte tendant à polluer l'environnement et les eaux, telles que la défécation en plein air. C'est l'occasion en fait pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les autorités à divers niveaux, que les autorités politiques, publiques, la société civile, les écoliers, les élèves, tous ceux qui quand même ont une parcelle de pouvoir en fait au niveau de la gestion communautaire, de réfléchir sur la gestion des ressources en eau. Donc on a sensibilisé les écoliers à pouvoir participer activement aux activités de reboisement. Les arbres qui occupent une place importante dans le cycle de l'eau et dans le renouvellement de cette ressource-là. Une fois mis en terre, le suivi de chaque plan se résume à travers le slogan « Une classe, un arbre ». Les femmes de l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau ont célébré en différé la journée internationale de la femme le vendredi 21 mars 2025. C'était un moment de communication, de réjouissance et de partage. Le point dans ce élément signé de nos reporters de ESAE Télévision. L'IAJP valorise son personnel féminin. Les dames amazones de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chandoiseau, et celles de la maison d'accueil, MAS SAS, ont célébré en différé la journée internationale de la femme. Et pour l'occasion, les dames ont mené plusieurs actions. Les femmes de l'IAJP, avec le soutien de la direction de l'IAJP-CO et la maison d'accueil MAS SAS, nous avons fait une œuvre caritative dans un orphelinat de la place. Nous sommes allés jusqu'à Sedjedenou après pour faire l'œuvre. Les enfants étaient très contents, nous aussi. C'était vraiment une très belle ambiance. Nous avons eu droit à 2 communications au niveau des femmes. 2 communications ont meublé cette célébration. La première, donnée par Mme Coralie Laleye, a mis l'accent sur le dépistage du cancer du sein. La deuxième a éduqué les femmes sur comment surmonter les difficultés de la vie de couple. La vie du couple, ce n'est pas un formalisme, c'est un acte divin. On y va pour le bonheur, pour la réussite. On y va pour vivre heureux, ce n'est pas pour aller souffrir. Et quand on y prend conscience, et on veut prendre ça au sérieux, je crois qu'avec l'aide de Dieu et le soutien du Saint-Esprit, on aura quand même la chance et la grâce de pouvoir mener une vie de couple meilleure. Une troisième communication a été donnée par l'ambassadeur Théodore Loco, mais celle-ci est dédiée aux hommes de l'IAJP qui ne sont pas restés en marge de la célébration. Là où il y a un homme, il y a au moins une femme. Là où il y a une femme, il y a plusieurs hommes. Parce qu'il y a le père, il y a la mère. Mais à côté du père et de la mère, il y a les frères et sœurs de cette femme. C'est pourquoi dire que là où il y a une femme, il y a plusieurs hommes. Il y a aussi maintenant ses propres enfants, ses collègues, ses amis. Donc vous voyez qu'autour de la femme, c'est l'homme qui constitue, je peux dire, la clôture. Les dames amazones ont également eu droit à des conseils du père directeur de l'IAJP-CO et de MAS SAS, le père Arnaud-Éric Aguenounon. Un programme riche qui a réjoui les dames. J'avoue que c'est une très belle initiative et je dis sincèrement merci à la direction qui nous a accompagnés. La direction a accepté de nous appuyer avec le peu de moyens que les femmes de l'IAJP, les femmes qui travaillent à l'IAJP ont mobilisé. La direction nous a mobilisés, nous avons visité les orphelins. Nous aimerons vraiment perpétuer cette édition en marquant chaque édition par un mouvement spécial, une action caritative pour aimer, pour montrer que nous aimons, pour démontrer notre amour et pour faire une action, une bonne action envers ceux qui en ont vraiment besoin. Une messe d'action de grâce a sanctionné cette célébration de la Journée internationale de la femme. Le personnel s'est retrouvé ensuite dans une ambiance bon enfant. Depuis 2016, le gouvernement béninois a entrepris des réformes réglementaires pour redynamiser le secteur de l'industrie au Bénin lors de l'émission Réduction de comptes péagés 2021-2026. Un entretien télévisé
co-animé par les confrères Marie-Léa Yemadou de la télévision nationale et de Angèle Toboula de ETélé. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Alimantou Chadia Assouman, s'est prononcée sur les réformes engagées dans le domaine industriel avec l'adoption du nouveau code des investissements. Suivons ensemble. Avant 2016, je voudrais saluer le courage de ceux qui ont entrepris et de ceux grâce à qui on a trouvé une industrie embryonnaire qui se résumait à l'égrenage de coton, quelques cimentiers et quelques 3 ou 4 industries qui bénéficiaient des dispositions de zones franches industrielles. Voilà ce à quoi se résumait notre industrie. Et vous savez, ce n'est pas avec ça que nous allons créer 300 000 emplois, ce n'est pas ça qui occupera ne serait-ce que 10% de notre jeunesse. C'est plutôt mettre en place une politique industrielle qui permettra d'absorber la jeunesse, mais surtout de créer la richesse, l'emploi et également de mettre en place une politique qui nous permet d'avoir également de la compétence. La première réforme majeure dont je vais parler, ça sera plutôt une réforme réglementaire. C'est l'ambition que nous avons affichée à travers un nouveau code des investissements. Un code des investissements ambitieux à travers donc, la loi 2020-02 du 20 mars 2020 qui nous a permis d'attirer plus d'investisseurs, de rendre le Bénin attractif. Et donc, c'est ce code des investissements qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à plus de 40 industries réellement installées, non seulement dans les zones industrielles, mais également hors des zones industrielles et d'ailleurs sur tout l'étendue du territoire. Nous sommes très fiers également de vous parler de la zone économique spéciale qui nous hisse dans le pays, dans le concert des nations industrielles aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas d'industrie en Afrique, effectivement, sans parler du Bénin. Et donc, c'est grâce à cette zone économique spéciale qui a été renforcée donc, par la loi 2022-38 du 3 janvier 2023, qui permet d'avoir toutes ces dispositions qui créent énormément d'emplois. Pour donner notre idée, aujourd'hui, Glodibé, c'est plus de 30 000 emplois. Et notre ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 300 000 emplois. Glodibé, c'est une ville dans la ville. Et donc, une fois encore, c'est grâce à cette ambition qui est affichée clairement d'ici le Bénin dans la Conseil des Nations des pays industrialisés. De toutes les façons, aucun développement n'est possible sans industrie. Ça, c'est une réalité. Permettez-moi de revenir sur notre politique d'industrialisation qui se fait aujourd'hui. Avant 2016, comment peut-on parler d'industrie? Et c'est pour ça que d'ailleurs je parlais tout à l'heure de courage de ceux qui ont entrepris l'industrialisation. Comment peut-il créer beaucoup d'emplois quand la rentabilité est à peine visible? On ne peut pas parler d'industrie sans énergie. On ne peut pas parler d'industrie sans matières premières. Et donc, quand on met en place des industries et qu'on n'a aucune politique derrière de mettre à disposition de la matière première, de mettre à disposition l'énergie qui est le moteur de l'industrialisation, vous voyez qu'on ne parlait pas d'ambition, mais on parlait plutôt d'initiatives privées, de patriotes qui parlaient d'industrialisation. Nous avons le coton, nous sommes premiers producteurs, d'ailleurs que depuis 2016. Nous parlons du soja, où nous faisons plus de 500 000 tonnes. Nous parlons d'anacarde. Nous parlons de karité, dont la nature nous a fait don. Puisque le karité, ce n'est pas de la récolte, mais c'est plutôt de la collecte. Donc nous faisons de la collecte de noix à travers les femmes et après on doit transformer. Grâce à Glodibé aujourd'hui, toutes ces spéculations sont transformées. Pour la première fois, on parle de réelle industrie textile, pour la première fois au Bénin. Quand, grâce aux politiques mises en place, que ce soit agricoles ou énergétiques, on est arrivé à être premier producteur de coton, c'est avec beaucoup de fierté qu'on arrive à dire oui, nous allons enfin parler d'une réelle industrie textile.
Nous avons aujourd'hui des capacités installées à Glodibé et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons sans nous tromper dire qu'on peut aujourd'hui transformer la quasi-totalité de notre production d'anacarde. Pour le soja, pareil. Nous allons bientôt atteindre notre 100% de notre transformation en termes de soja. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation, Rachid Igba Damansi, continue sa mission de contrôle et d'information visant à faire avec les acteurs déconcentrés et décentralisés le point de l'évolution des activités menées, identifier les défis majeurs et renforcer la collaboration entre les différents acteurs locaux dans le département du Borgou. Les détails avec nos confrères de la télévision nationale. Dans la soirée de ce vendredi 14 mars 2025, le ministre conseiller Rachid Igba Damansi s'est entretenu pendant plus de 90 minutes avec l'Union islamique et les têtes couronnées de la municipalité de Parakou. Le débat qui a permis d'aborder en profondeur les différentes préoccupations liées à la sécurité s'est tenu dans la salle de réunion de l'hôtel de ville. Le ministre conseiller Rachid Igba Damansi, accompagné pour l'occasion du maire Inoussa Zimé Chabi et du secrétaire exécutif, a privilégié les échanges en langue locale afin de favoriser une compréhension et une adhésion profonde aux enjeux de sécurité. De riches contributions ont été apportées et de fermes résolutions ont été prises pour ne céder aucun centimètre du territoire béninois à l'ennemi, tout en renforçant la coproduction de la sécurité pour garantir la paix et la quiétude des populations. Le ministre conseiller Rachid Igba Damansi a terminé sa journée sous la bénédiction de l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Nkwe, qu'il est allé rencontrer afin de solliciter son intercession en faveur d'un Bénin de paix et de sécurité. Permettez-moi de remercier Monseigneur qui nous a fait l'honneur de nous recevoir. Vous savez, je l'ai souvent dit, entre l'Église catholique et moi, c'est une histoire d'amour. Et parfois, j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai un cœur catholique. Et je suis venu ici recevoir la bénédiction du Monseigneur. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Monseigneur de prier pour la nation, de prier pour son chef, de prier pour le pays. Et vous avez constaté avec nous, avant de venir ici, on était avec la communauté musulmane et les têtes couronnées, où nous avons lancé les messages de paix, surtout avec les têtes couronnées et les imams. Vous avez demandé de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Parce que sans renseignement, nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas fonctionner. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait face, depuis un certain moment, à des actes de vandalisme, à l'extrémisme violent. Et nous avons un problème avec les terroristes. Et c'est pour cette raison qu'il faut demander la collaboration des populations. Et je sais que par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant, nous allons vaincre le terrorisme. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons travaillé le matin avec le préfet, les maires, et nous avons mis en place des stratégies de communication, des stratégies pour connecter les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous voulons briser cette méfiance entre les populations et les forces de sécurité. Donc il faut une collaboration digne de ce nom. Et pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'avoir des renseignements. Et c'est pour ça que je suis là. Et je pense que nous allons continuer par sensibiliser les chefs de quartier, les élus locaux. Et je pense que il vaut mieux prévenir que guérir. L'agenda de Rachid Igba Damansi, ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, de la décentralisation et de la gouvernance locale, reste très chargé pour la suite de son parcours.
Mettre un terme définitif à la location des bâtiments pour loger les services déconcentrés de l'État dans les différents départements du Bénin, c'est l'objectif du projet de construction des cités administratives départementales engagé par le gouvernement du président Patrice Talon dans le département du Borgou. Le chantier évolue conformément au calendrier établi et sera livré en juin 2025. L'assurance a été donnée par Isidore Lokossou, chef de mission du cabinet chargé de l'exécution du projet à Parakou lors de la visite du ministre conseiller Rachid Gbadamansi le 14 mars dernier. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de sa tournée d'échanges stratégiques. Le point de la visite dans ce reportage signé de nos confrères de la SRTB. Je suis venu ici recevoir la bénédiction du Monseigneur. Nous avons profité de l'occasion pour demander à Monseigneur de prier pour la nation, de prier pour son chef, de prier pour le pays. Avant de venir ici, on était avec la communauté musulmane et les têtes couronnées, où nous avons lancé les messages de paix. Je leur ai demandé de collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Et je pense que nous allons continuer par sensibiliser les chefs quartiers, les élus locaux. Le rôle de ces populations, comme je l'ai dit, c'est de collaborer et c'est de briser la méfiance qui existe entre les hommes en uniforme et les populations. Créer une proximité, une collaboration positive dans le sens de l'intérêt général. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les populations ont compris. J'ai demandé aux populations de ne pas considérer les forces de défense et de sécurité comme les ennemis. Mais c'est nos parents. Les hommes en uniforme, c'est nos parents, c'est leurs parents. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, la sensibilisation. Je pense ensemble, on est plus fort. Et je demande vraiment à cette tête couronnée, à la communauté islamique, de continuer par prier pour le pays. 55 officiers supérieurs ont été honorés par les forces armées béninoises. Ils ont été décorés de la médaille de la défense nationale lors d'une cérémonie présidée par le général de division Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises et Fortuné Alain Noati, ministre délégué chargé de la défense nationale. Selon les informations, le général Gbagidi a souligné l'importance de cette distinction. L'instauration de la médaille de la défense nationale représente bien plus qu'une simple distinction. Elle est l'un des piliers les plus tangibles de la réforme engagée pour moderniser, valoriser et structurer notre armée selon des standards de professionnalisme et d'excellence, a-t-il laissé entendre. En plus de cette médaille, une distinction spéciale a été attribuée en l'honneur des soldats tombés au combat. Les réformes militaires en cours prévoient également dans un futur proche une reconnaissance spécifique pour les soldats ayant servi plus de 6 mois sur le champ de bataille. Cette mesure vise à renforcer et honorer l'engagement des troupes sur le terrain. Dans un autre contexte à présent, les producteurs de coton, de cajou et de soja ont visité le 17 mars dernier la zone économique spéciale de Glodigbe. C'était une initiative de la dynamique Talent Continu présidée par le Dr Bertin Corvi. Le point de leur visite dans ce reportage signé par une équipe de la rédaction de USAE Télévision. Les agriculteurs producteurs de coton, de cajou et de soja en immersion à la GDIZ, organisée par la dynamique Talent Continu, présidée par le Dr Bertin Corvi, cette visite a pour but de faire découvrir aux hôtes la destination de leur production. Cela permettra d'éviter les fuites de produits et bien d'autres maux. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile, pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, à combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés, les routes qu'on fait, les logements sociaux, les marchés, etc. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Et quand j'ai vu ce qui se fait sur place, je me suis dit, peut-être qu'en amenant des Béninois voir ça, ma foi, ils vont entrer dans la dynamique pour que, oui, la dynamique Talent Continu
qui n'est pas forcément que Talon continue en 2026, je voudrais le rappeler ici, mais qui est plutôt que sa façon de faire, la construction, le développement qui est en cours continue, Inch'Allah. D'une usine de textile à celle de soja et après de Kajou, les producteurs sont émerveillés par la vision du chef de l'État, Patrice Talon, mise en œuvre au sein de la GDIZ. C'est extraordinaire. Je dis bien, c'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement. Mais il faut venir voir afin d'apprécier. Et je crois que ce que nous avons vu ici, nous, communauté Peul, nous sommes beaucoup plus dans des zones où, loin des caméras, loin de la police, loin des douanes. Et il nous incombe en tant que, désormais, les ambassadeurs de la GIZ, des ambassadeurs de Dynamique Talon Continu, toute fraude que nous allons constater, de dénoncer cela. Ce que moi, j'ai vu ici, là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le coton de Bani Kora ici, à l'usine de Grodjibé. Et j'ai vu le soja, la canal, et la cajou et tous les cotons. Ce que j'ai vu ici, je ne peux pas même parler ça. Des chants pour signifier qu'avec le président Patrice Talon, seuls les travailleurs se font une place. Bibun kedruda ungari ye igbera ya turuma. Boy para nguswada bungari ye igbera ya turuma. Mona igbere nyi sirura ando fomi bakonunderi wa bakatonun taresina. Cette première vague de 20 producteurs a rendu une visite de courtoisie au ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a prodigué de précieux conseils aux hôtes. Le président de la Dynamique Talon Continu, le docteur Bertin Korovi, va déplacer 100 autres producteurs pour le même exercice durant les 3 prochains mois. Parlons religion, dans cette édition à présent, le gouvernement a décidé d'offrir une subvention à chaque pèlerin au pèlerinage de cette année, édition 2025. Au regard de cet appui important, la Fondation Malher Rossou remercie le président de la République, Patrice Talon, pour son geste hautement symbolique et généreux en faveur des candidats au pèlerinage. Elle a fait savoir à son siège à Cotonou. Le point avec la télévision nationale dans cet élément. Hajj 2025, 700 millions de subventions accordées aux pèlerins béninois par le gouvernement. Objectif, améliorer la qualité des services sur les sites de la Mecque. La Fondation Malher Rossou reste sensible à ce geste. Ce soutien témoigne de votre proximité avec les citoyens et de votre engagement en faveur de l'égalité et de l'inclusion dans l'accès aux pratiques religieuses. Nous vous exprimons notre profonde gratitude et nous prions pour que cette noble action vous soit pleinement récompensée. Nous, membres de la Fondation Malher Rossou et de toute la communauté islamique du Bénin, à travers ma voix, vous exprimons notre sincère et profonde gratitude pour les vivres que vous avez toujours mis à la disposition de la communauté islamique du Bénin chaque année au cours du mois de Ramadan, et ce, depuis 2016. En ce mois de Ramadan, l'occasion a été propice pour une rupture collective de jeûne, un moment de fraternité, un acte symbolique de générosité, d'inclusion et de respect mutuel. Je voudrais souhaiter vraiment que nous, au niveau de la communauté musulmane, autour de l'Union islamique du Bénin, que nous restions unis, que nous restions soudés. Notre meilleure manière de soutenir ces actions, de soutenir les actions des gens qui vont dans ce sens-là, c'est de prier pour eux. Prier pour eux et prier également pour le pays dont ils ont la direction. Que Dieu ne les lâche jamais. Que Dieu ne lâche jamais tous ceux qui soutiennent tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas. Des initiatives communautaires sont en gestation. La radio, la voix des fidèles croyants, va bientôt émettre une visite du studio pour découvrir ce qui va être un espace d'échange et de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale.
Tanenois, dans cette édition, un dernier hommage a été rendu au préfet Firmin Couton avant son inhumation ce samedi à Zakouta. Il a été décoré à titre posthume. Le vice-grand chancelier Falilou Kadiri a déposé sur le cercueil du défunt la médaille de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Il a salué l'engagement de Firmin Couton de ses nombreux services rendus à la nation en étant à la tête de la préfecture d'Uzou. Le point de la cérémonie avec nos confrères de la SRTB. Commandeur de l'Ordre national du Bénin à titre posthume. C'est dans une ambiance empreinte de tristesse et de solennité que la médaille de commandeur a été posée sur le cercueil du désormais ex-préfet du département d'Uzou. Titre reçu en reconnaissance de son engagement au service de la patrie. Par cet acte, la République honore ainsi la mémoire de Feu Firmin Couton, qui a rendu l'âme le mardi 25 février dernier. Notre regretté est décoré pour son patriotisme et pour ses nombreux mérites et surtout son riche apport au service de la décentralisation. C'est donc pour témoigner à ce patriote la reconnaissance de toute la nation que la Grande Chancellerie a délocalisé la présente cérémonie de décoration ici à Abomey, ville très chère aux défunts. Nous nous inclinons avec respect et beaucoup d'émotion devant sa dépouille. À sa famille éplorée, nous présentons nos condoléances émues. Aimé Firmin Couton, tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos esprits. À la suite de la cérémonie de décoration à titre posthume, autorités à divers niveaux ont rendu hommage à l'illustre disparu dans une oraison funèbre. Le Bénin vient donc de perdre, avec ton décès, l'un de ses meilleurs cadres dans le domaine de la gestion déconcentrée et décentralisée du pouvoir. Je peux ensuite porter témoignage que tu es un véritable défenseur de la cause des enfants en situation difficile dans le département et de façon générale des droits des personnes en référence à tes anciennes vocations de syndicaliste au ministère du Travail et de la fonction publique. Nous ne cesserons, cher, très regretté Firmin Aimé Couton, de t'avoir dans nos mémoires collectives et individuelles pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as donné. Sache que tu es et seras toujours aimé comme ton nom aimé et que Firmin, ta descendance confirmera sans condescendance la sagesse de tes adresses. Firmin pour certains, Flimin pour d'autres, Flimé, Firminos, Firmama, Zouzou. Ainsi t'appelaient tes collègues et tes proches. J'ai de la peine à me résoudre à cette implacable évidence que tu ne reprendras plus jamais. Mais ainsi va la vie. Puisque d'une manière ou d'une autre, nous y passerons tous après tout. Va donc, puisse l'Éternel ne pas regarder tes péchés et t'accorder la grâce pour que ton âme repose en paix. Aujourd'hui, c'est la voix de toute la communauté de communes du Zou qui s'élève pour dire un sincère merci à ce grand serviteur qui nous a précédés dans l'au-delà. Je ne sais point s'il y a des hommes sur terre qui aient traversé depuis son enfance tout ce qu'il a traversé pour en arriver là. Mais tout est fini. On n'y peut rien. Ce qui est arrivé pouvait occasionner beaucoup d'autres drames. Vu la manière dont l'information est répandue en quelques secondes, telle une traînée de poudre. Je vous remercie tous pour toute la sympathie que vous avez témoignée pour mon grand frère.
Le cortège funèbre s'est ensuite ébranlé en direction de Za à Bogomé, dans la commune de Zakbota, où une messe a été dite à l'église catholique Saint-Joseph de Calançons. Une terre que quitte pour toujours Feu Firmin Coton. Après les hommages nationaux et la messe solennelle, la dépouille de l'ex-préfet du département du Zou est inhumée dans l'intimité familiale. Il repose désormais ici, à Zakbota, sa terre natale. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, a exprimé la volonté de son pays de rejoindre l'Alliance des États du Sahel AES qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est ce qui ressort d'une déclaration officielle du ministre sur son compte Facebook. Agapit Napoléon Mafourican, analyste politique, analyse les propos du ministre au micro d'une équipe de ESAE Télévision. S'il advenait que le Togo adhère à l'AES, les implications, c'est que le Togo ne serait plus à la CEDEAO. Ça, c'est le premier. Ou alors le Togo servirait de pont entre l'AES et la CEDEAO. Donc le Togo jouerait un rôle sans tampon, comme le papa Yadema le faisait déjà de son vivant. Donc le fils aurait repris la fonction du père de manière plus formelle. Par exemple, le Togo n'est pas un pays sahélien. Donc le Togo peut offrir, donc peut y entrer pour ses propres intérêts, pour être une sorte donc de débouché vers la mer pour les pays sahéliens réellement. Et donc et le Togo, avec la situation que le Bénin a avec le Niger, a déjà récupéré rapidement, disons, les dividendes nés des problèmes, disons, les conséquences des problèmes entre le Niger et le Bénin. Le Togo a offert son port, a offert des garanties et s'est plié. Bon, donc, du point de vue commercial, le Togo peut tirer un bon gain de son adhésion à l'AES. Du point de vue politique, je ne sais pas, pas grand-chose, sinon que l'AES ne fera pas d'injonction politique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du point de vue politique, l'AES qui n'est pas créée, qui est une organisation créée plutôt par rejet des injonctions de la CEDEAO en matière politique. Donc, une fois le Togo entré dans l'AES, il n'y aura plus ces injonctions-là. Et donc, le Togo peut continuer sa politique tranquille, ses mutations internes, sans être obligé de s'expliquer devant la CEDEAO, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des implications et c'est peut-être à la CEDEAO d'analyser ces genres de déclarations, ces genres de situations. Le Togo veut, l'exprime, ne n'est pas encore parti. Pendant que le Ghana fait le tour, après le Sénégal et Diomaye Faye, le Ghana et son nouveau président aujourd'hui font le tour pour demander, le président ghanéen a fait le tour des 3 États sahéliens, le Burkina, le Mali et le Niger, a fait le tour donc pour leur dire de revenir, enfin, pour plaider la cause de la CEDEAO. Donc, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Et une telle décision du Togo ne manquera pas donc de faire parler, de faire jazzer, de faire bouger, mais aussi d'ouvrir le feu sur peut-être les mutations nécessaires pour une organisation comme la CEDEAO qui a besoin de se dépoussiérer, de se réévaluer et peut-être de se repositionner au regard des objectifs d'aujourd'hui et surtout des défis à relever au niveau sécuritaire et au niveau aussi des enjeux internes de chaque État. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun et bon début de semaine.